Une production des studios Bass. Hors série. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Alain Brunel. Alain est président de Demers Ambulance. Alain, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Bonjour, bienvenue. Donc Alain, j'aimerais en premier lieu que vous puissiez, on vous a avec nous aujourd'hui pour discuter d'un nouveau projet que vous avez annoncé le mois dernier, mais en entrée de jeu, pour les gens qui ne connaissent pas votre entreprise, j'aimerais ça que vous puissiez nous introduire qu'est-ce que c'est Demers Ambulance. Demers Ambulance a été fondé par Paul Demers en 1960. Et à l'époque, M. Demers, avec son frère et son père, avait un salon funéraire. Et puis, il utilisait des corbillards, mais il n'aimait pas comment les véhicules étaient construits. Fait qu'en 1960, il a décidé de construire ses propres corbillards, d'acheter des limousines, les couper en deux, les allonger, et puis peinturer noir, puis faire des corbillards avec. Et puis, au travers des années, les corbillards qui étaient noirs sont devenus des ambulances bleues, mais que c'était essentiellement le même travail. C'était essentiellement de prendre une limousine ou une Cadillac à l'époque, puis de la couper puis de la longer. Les Cadillacs sont devenus des Econoline. Et après ça, c'est devenu des boîtes. Puis M. Demers a développé le marché des ambulances au Québec en premier. Et puis, dans les années 70, a commencé à vendre à l'international. En Iran, en Irak, dans le Moyen-Orient, en Afrique. Et puis, a grandi après ça à vendre des ambulances en Ontario, vendre des ambulances dans l'Ouest canadien. Et M. Demers a décidé de vendre en 2004 à une firme d'équité privée. Et après ça, la compagnie a continué à grandir. On a changé. Moi, je me suis joint en 2007 et on a commencé à vendre plus aux États-Unis. Et on a fait une transaction en 2012 avec une firme d'équité privée à Toronto et une autre transaction en 2016 avec une firme d'équité privée de Montréal et avec la Caisse de dépôt. Et depuis 2016, là, on a fait des acquisitions au Canada ou aux États-Unis, puis on a grandi surtout aux États-Unis depuis 2007, mais on a grandi aussi à l'international. Donc, une entreprise bien de chez nous qui rayonne à l'international, on est bien fiers de ça. Donc, le but que j'ai pris contact avec vous, c'était surtout pour parler du nouveau produit, comme j'ai dit tantôt, que vous avez lancé le mois dernier. J'aimerais ça que vous nous en parliez. En fait, l'idée a germé en 2016 de dire la question à ce moment-là, c'est à un moment donné, il va y avoir des ambulances électriques. Là, c'était pas, il y avait pas. Est-ce que les ambulances électriques vont exister? C'était oui, il va arriver, ça va arriver. La question c'était plus quand. Puis tout de suite, déjà en 2016-2017, Lyon, à l'époque, Lyon Électrique faisait des autobus électriques. Ça faisait déjà 2 ans, je pense, qu'il était sur le marché des autobus électriques. On s'est rencontrés, puis on a, avec Marc Bédard de Lyon Électrique, développé un projet d'ambulance électrique. À l'époque, quand on a lancé ça, on partait d'un minibus que Lyon voulait mettre sur le chemin. Ça s'appelait le Lyon M. Et en cours de développement, on s'est aperçu qu'on serait mieux de faire un véhicule qu'on appelle le Lyon classe 5, qui est plus un véhicule de type pas cargo, mais pour mettre une boîte à l'arrière. Puis ça va nous donner beaucoup plus de flexibilité, là. Fait que depuis 5 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Quand on l'a lancé au mois d'octobre, ben là, on continue à faire le développement. On va avoir des rencontres avec nos clients.
Et puis, on va lancer le véhicule l'année prochaine au mois de novembre. On va produire le véhicule l'année prochaine au mois de novembre. OK, très bien. Oui, on avait vu effectivement il y a quelques années les esquisses de ça. Et puis là, c'est vraiment le mois dernier qu'on s'est rendu compte que le design avait tout changé, puis effectivement qu'il y avait plus une apparence de camion dans la nouvelle mouture. Parlez-nous un petit peu des avantages là, que ce nouveau modèle-là vous a permis d'arriver. Ben, l'idée, quand on a commencé le projet, on se disait aussi... Tant qu'à faire un nouveau véhicule avec une nouvelle plateforme, les ambulances au travers des années ont été construites où l'intérieur de l'ambulance, le module à l'intérieur, a été toujours fabriqué en fonction des châssis disponibles. On parle des GM 3500, des Ford E350 ou E450, et puis l'évolution de la position, je prends l'exemple de la position de la civière qui était dans un Cadillac allongé, était sur le côté de la rue à gauche et le technicien était assis à droite. Puis c'était devenu des Econoline, la civière était en même place, c'est devenu des boîtes, la civière était toujours en même place. Fait que l'évolution a toujours fait en fonction du châssis. Toujours selon les contraintes du véhicule que vous avez. Fait que là, on a dit, si on part d'un nouveau châssis, ben regardons à positionner le paramédic et la civière à la bonne place, puis donner plus d'espace, puis essayer de travailler pour avoir un environnement où il y a plus d'espace pour le paramédic, puis une façon de pouvoir avoir le paramédic qui est assis, attaché avec des ceintures, puis pour être capable de s'occuper du patient de la tête aux orteils. Fait que en parallèle, on a travaillé avec des paramédics. On parlait d'un projet page blanche. Fait qu'on a vraiment rencontré des paramédics dans une salle, faire des sessions de brainstorming pour voir s'ils avaient à changer des choses, comment vous les feriez. Après ça, on a fait des simulations dans un laboratoire avec les paramédics. C'est-à-dire que les paramédics faisaient des simulations d'arrêt respiratoire, d'arrêt cardiaque, de trauma où les gens il y avait un accident de la rue. Il y avait 5 simulations. On a 40 heures, je pense, de films. Puis quand on a pris ça, on a regardé, puis on a fait du génie industriel avec le déplacement des paramédics quand ils font le travail, soit sur la scène ou quand le véhicule est en déplacement pour amener le patient à l'hôpital. Fait qu'on a regardé qu'est-ce qu'il y avait de besoin comme équipement, comment il se déplaçait à l'interne de l'ambulance, puis on a fait différents layouts, de différents sketchs pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait. Et puis après ça, on a construit un simulateur en bois et en plastique. Puis on a ramené les paramédics à faire certaines simulations, puis on a fait d'autres modifications. Fait que une fois qu'on a eu situé la civière et le siège, ben là, on a situé les portes. Une fois qu'on a situé les portes, là, on a travaillé avec Lyon pour le châssis pour pouvoir dire, bon, si l'ambulance, la porte est là, ben où on peut se positionner les batteries, puis est-ce qu'on peut, pour où on devrait positionner le moteur, puis on a construit le châssis à partir du paramédic, à partir de où le paramédic s'est assis. Tandis qu'aujourd'hui, avec un châssis conventionnel qui est construit en volume de masse pour transporter des biens, des pièces ou des paquets qu'on achète chez Amazon, ben là, aujourd'hui, on l'a fait à l'envers. On a travaillé du paramédic au véhicule. L'autre chose qu'on a travaillé aussi, c'est avec des clients. On a regardé, on a des années de data avec différents véhicules. C'est quoi la trajectoire d'une ambulance? Qu'est-ce qu'ils font comme trajectoire d'une journée, puis où il y a des temps d'attente, puis où ils sont, c'est quoi le millage ou le kilométrage qu'ils font en moyenne pour pouvoir arriver et dire, bon, c'est ça l'autonomie qu'on a besoin, puis c'est ça les postes de recharge qu'on va avoir besoin.
Il va falloir que le véhicule s'aille recharger durant la journée. Les Français appellent ça faire du biberonnage durant la journée. Effectivement. Fait que de ce que je comprends, ce qui est le fun, c'est qu'au lieu d'avoir la contrainte du véhicule puis adapter votre espace, dans ce cas-ci, ça a été le fun pour vous. Vous êtes parti de l'inverse, vous êtes parti du patient, le technicien, l'ambulancier qui doit donner les soins au patient. Et ensuite de ça, vous avez donné les contraintes à Lyon pour fabriquer le véhicule. Donc là, pour vous, c'est effectivement le fun d'avoir la contrainte inverse. C'est le manufacturier du camion qui a eu vos contraintes. Dans ce cas-ci, je pense que vous avez été content que ce soit enfin votre tour d'établir des contraintes. Exact. Puis, ce que je comprends, c'est que un terme populaire de nos jours, c'est que le patient était au centre des priorités. Fait qu'enfin, on a le patient et le paramédic étaient au centre du design du véhicule. C'est super. Fait que là, vous avez commencé à parler des données techniques, un petit peu du véhicule. Donnez-moi un petit peu une idée là, vous avez parlé de distance, d'autonomie. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre du véhicule que vous lancez? Aujourd'hui, on parle d'une autonomie moyenne de 200 km. Parce que ça dépend du requis de chauffage et de climatisation et les pentes, mais on parle d'une autonomie moyenne de 200 km. Une ambulance en milieu urbain fait environ 400 km par jour. Fait que ce qu'il faut, c'est que l'ambulance, quand elle est à un temps d'attente, qu'elle soit capable de te recharger. Puis les temps d'attente, des fois, c'est au Québec, à cause du déploiement dynamique, c'est sur le bord de la rue, à un restaurant, un Tim Hortons. Et il y a aussi des temps d'attente à l'hôpital. Parce que quand le paramédic arrive avec le patient, la prise en charge peut durer de 20 minutes à 1 heure ou des fois même plus long. Mais là, si on peut recharger l'ambulance durant ces temps d'attente-là, là, ça va faire la job durant la journée. L'ambulance et les paramédics vont être capables de faire leur mission. Donc, quelqu'un comme moi qui n'est pas ultra familier comme vous dans le domaine des ambulances, une ambulance, là, vous dites, ça fait environ 400 km par jour. Est-ce que ça opère 24 heures sur 24, une ambulance? Ouais. Est-ce qu'il y a des ambulances il y a des rotations? Non, ils sont vraiment sur le chemin, dans le fond, en service 24 heures. 100% de la flotte, parce qu'il y a du service à être fait. Mais le service est donné, comme sur l'île de Montréal, 24 heures par jour. OK. Dans votre modèle d'affaires, avec les compagnies d'ambulance, vous planifiez vraiment devoir installer des bornes, comme vous dites, dans les zones d'attente, à la fois à l'hôpital ou stationner sur le bord de la rue ou j'imagine qu'il y a des stationnements que les ambulances utilisent plus souvent. On ne va pas nommer de chaîne de restaurants, mais des fois, on les voit là. Donc, c'est vraiment ça un petit peu votre défi, de pouvoir aussi accompagner et identifier les zones de recharge. Le défi de la communauté, le défi de la province, puis le défi du Canada. Là. Quand le gouvernement canadien ou le gouvernement du Québec donne des cibles d'être à 2030, ils comprennent que c'est pas juste de faire des camions. Il faut faire puis des autos. Il faut qu'il y ait de l'infrastructure de recharge, puis il faut changer un peu à cette place le modèle, même les communautés, les villes. Il va falloir qu'ils s'adaptent aux véhicules électriques en général à un moment donné. Fait que c'est un défi social, je dirais. Là, on fait le véhicule, puis on a avec Lyon électrique de générer des discussions avec les gens qui construisent des hôpitaux, de générer des discussions avec les villes, les communautés pour que ça fonctionne dans un tout. Là. C'est un écosystème. C'est pas juste un véhicule. Effectivement. En termes de rentabilité, parce que là, j'imagine que la question financière versus vos clients qui vous achètent des ambulances, j'imagine que cet aspect-là doit venir assez rapidement. Qu'est-ce qui fait, quel est l'attrait financier d'acheter une ambulance électrique versus le coût d'acquisition et le coût d'utilisation en énergie? Évidemment, les ambulances actuelles, il faut mettre de l'essence, du diesel pour qu'ils puissent rouler. Comment est-ce que vous présentez ça actuellement à vos clients? Ce qu'on dit aux clients au Québec et ailleurs aussi, c'est la longévité va être plus longue. Quand on parle d'un véhicule conventionnel au gaz aujourd'hui, on parle d'une vie en moyenne de 5 ans. L'ambulance électrique, on va parler de 10 ans.
Fait que sur le cycle, ils vont acheter juste une ambulance au lieu d'acheter deux. Déjà là, c'est un bon avantage. Un bon avantage. Sur le coût de l'énergie, le gaz versus électrique, on parle d'environ 80% de saving avec le prix du gaz aujourd'hui et le prix de l'électricité d'aujourd'hui. Fait qu'on sait que le gaz va augmenter plus vite que l'électricité. Fait qu'il va y avoir un saving là aussi. Et là, quand que les autobus sont les ambulances, sont à l'arrêt, actuellement, le moteur tourne, il consomme de l'essence, tandis que là, à l'arrêt, à part réchauffer la cabine pour les ambulanciers, il y aura pas d'énergie qui va se perdre à ce moment-là. Exact. Fait que ça fait partie du coût d'économie environ 80%. Il va y avoir un coût de maintenance au niveau du châssis, au niveau de la propulsion. Si on prend un système électrique, c'est environ 20 composantes qui bougent. Pour un véhicule électrique, on parle environ de 2000 dans le cas d'un moteur conventionnel. Fait qu'il y a des coûts, des savings de freins, de transmission, tous les liquides, il y a beaucoup de savings. Fait qu'il va y avoir un coût là aussi. Là. Fait qu'il y a un business case. Au départ, à cause que les quantités sont faibles, puis c'est une introduction, puis on voit que les coûts vont réduire, il va falloir que le gouvernement fasse une contribution pour l'achat des ambulances électriques, qui, comme ils font aujourd'hui des contributions pour l'aide à l'acquisition au niveau des autobus scolaires, au niveau des camions, ça va être le même genre de mécanisme que le gouvernement va mettre en place. Ça fait du sens. Puis au niveau de juste la vie dans les villes, moins de pollution, moins de bruit, je pense que tout le monde serait gagnant, effectivement. Est-ce qu'on encourage les compagnies à se procurer de telles ambulances? Parlant justement de volume, vous parliez de début. C'est quoi vos prévisions à court, moyen et long terme pour le nouvelle ambulance électrique que vous lancez? C'est sûr qu'on va commencer au Québec, parce qu'on est positionné au Québec, on travaille avec toutes les instances du gouvernement, on va travailler avec Hydro-Québec, on travaille avec Lyon, fait que c'est plus facile de tout partir ça au Québec. Et puis, à terme, on pense qu'on va, dans les 5 prochaines années, on va mettre environ 1500 véhicules sur la route en Amérique du Nord. Et au Québec, d'ici 5 ans, on voudrait que 30% de la flotte soit des véhicules électriques. 30% d'ici 5 ans, c'est quand même ambitieux. J'ai vraiment hâte de voir si on va être capable d'atteindre ça. Le temps file. Monsieur Brunel, en dernier, juste avant de vous laisser, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir pris le temps avec nous, avec nos auditeurs, pour nous expliquer votre beau projet. Comme j'ai dit tantôt, une compagnie du Québec, deux compagnies du Québec qui ont fait affaire ensemble pour amener ce genre de produit-là et qui aura potentiellement un rayonnement international. On peut vraiment être fiers de voir comment que l'écosystème, comme vous l'avez décrit tantôt, est en train de se développer au Québec. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Merci. Au revoir. Épisode hors série.